Bonjour et bienvenue au Salon de la Réflexion, le lieu par excellence où l'on rencontre des auteurs, des écrivains, des universitaires, des intellectuels qui produisent du savoir, qui par ce travail font bouger le monde. Nous essayons ici de promouvoir ces personnes car il semble que des chercheurs qui cherchent, il y en a, et des chercheurs qui trouvent, on n'en trouve pas. Le Salon de la Réflexion montre le contraire. Et ce jour, nous avons le privilège de recevoir un docteur Glossoni Rodrigue. Il a été fait docteur d'État ès lettres modernes depuis le 2 juin dernier. Et c'est un privilège pour nous de l'accueillir. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Georges. La première question que nous allons vous poser, c'est comment pouvez-vous nous résumer votre parcours? Merci, monsieur Georges, pour l'opportunité que vous nous offrez d'être ici en ces lieux. Merci également pour tous ces efforts et cette tribune que vous nous offrez pour une visibilité. Alors, le parcours, c'est un parcours de combattant parce que c'est mis d'embûches, des difficultés dont je ne vais pas entrer dans les détails. Mais bon, on est là aujourd'hui et on ira jusqu'au bout, comme on le dira. Voilà. Merci pour cette réponse. Alors, vous avez travaillé sur une fabrique de barbares, la littérature comme un soft power et son usage totalitaire dans la France du XXIe siècle. Quelle est plus précisément la thèse que vous défendez dans ce travail? À travers le sujet Une fabrique de barbares, la littérature comme un soft power et son usage totalitaire dans la France du XXIe siècle, je soutiens la thèse selon laquelle la littérature, par son pouvoir d'influer sur les mentalités et les imaginaires, est susceptible de concourir à un ordre totalitaire. En d'autres termes, et pour simplifier sans doute à l'extrême, il s'agit de dire que les textes littéraires sont de nature à faire de l'homme un loup pour l'homme. En gros, voilà comment je pourrais résumer le sujet. On n'entend pas cela tous les jours. Habituellement, ce qu'on entend, c'est que la littérature est un objet à conquérir, à aimer, parce que ça aide les gens. C'est ce qu'on dit à nos enfants. Absolument. C'est justement le contre-pied de ces discours-là que prend le sujet. Très bien. Donc, il va s'agir de montrer l'autre versant de la littérature. Très bien. Mais d'où vous est venu ce sujet? Pourquoi l'avez-vous formulé? D'où est partie l'idée de concevoir un tel sujet et d'essayer de le défendre dans le cadre d'une thèse? Le sujet part de deux mots, si j'ose dire, l'humilité et la prudence. Ces mots-là pourraient paraître assez, contradictoires au vu du sujet qui est le nôtre. Mais pourquoi l'humilité ici? L'humilité parce que de façon générale, quand on étudie la littérature, les pouvoirs de la littérature, on en distingue 4. Le premier pouvoir de la littérature, c'est son pouvoir d'instruire en plaisant. Le deuxième pouvoir, c'est le pouvoir de remédier aux maux de la société, notamment avec les auteurs tels que Jean-Paul Sartre. Le troisième pouvoir, c'est celui de corriger les défauts du langage. Quatrième pouvoir, c'est l'absence de pouvoir, c'est-à-dire qu'on estime que la littérature n'aurait pas de pouvoir, n'aurait pas d'application supplémentaire qu'elle-même. Et donc, l'humilité consiste à ne pas clore le débat à ce niveau, à ne pas subsumer les pouvoirs de la littérature à ces 4 pouvoirs-là, qui, du reste, sont, ma foi, idéalistes et positifs. L'humilité consisterait à envisager la littérature dans d'autres usages, dans toute sa dualité. Et notre posture, justement, c'est de montrer que la littérature a d'autres pouvoirs, notamment peut être utilisée de façon négative. Voilà. Et pourquoi ensuite la prudence? La prudence parce qu'on entend souvent dire que la littérature ne peut rien, la littérature ne fait rien. Il faut être prudent et
elle consisterait dans ce cas de figure à envisager, à prendre la pleine conscience des potentialités mortifères et asservisseuses de la littérature. Et il est vrai, aujourd'hui, la lecture fonctionne comme une boîte noire, c'est-à-dire que quand un individu lit un texte ou un roman ou une poésie, on ne peut pas dire que c'est parce qu'il a lu telle ou telle œuvre qu'il agit de la sorte. Quoique, les effets de la littérature sont réels et continuent de déterminer les individus, notamment dans les pays qui ont une bonne culture de lecture, entre autres la France qui est notre terrain d'investigation. Voilà en gros d'où vient le sujet. Merci beaucoup pour votre réponse. Et selon l'intitulé de votre thèse, vous travaillez sur la littérature de manière générale. Comment pourriez-vous définir ce thème? Comment est-ce que je pourrais définir la littérature? C'est une grande question, d'autant plus que cette question suscite d'abondantes définitions. Et aussi loin que je m'en souvienne, en Master 1, quand j'ai décidé de parcourir un test comme qu'est-ce que la littérature, c'était avec joie et beaucoup d'attente que j'ai pris le texte de Jean-Paul Sartre. Mais après la lecture, on se rend compte qu'en fait, après 300 pages, tu n'as pas encore de définition concrète. Pourquoi? Parce que le thème est assez vaste. Alors, littérature, c'est litterae qui veut dire lettre, et littératura qui est écriture. Et toutes les définitions de la littérature ont trait justement à la tradition de l'écrit. Et elles semblent insuffisantes. Et la dernière définition en date serait celle d'Alain Viala, qui la concevait comme l'art verbal. Pour notre part, nous définirons la littérature comme tout texte verbal, c'est-à-dire écrit ou oral, distingué et admis par une communauté comme un texte, comme une œuvre d'art. Donc, je reprends la définition si vous permettez. La littérature, c'est tout discours, tout texte verbal, c'est-à-dire écrit ou oral, distingué et admis par une communauté comme une œuvre d'art. Voilà notre définition de la littérature au XXIe siècle. Merci beaucoup pour cette définition concise. Et vous présentez la littérature comme un soft power, mot qu'on ne rencontre pas tous les jours. Qu'est-ce qu'un soft power selon vous? Un soft power, le terme, il relève de la diplomatie internationale. Donc c'est un mot qui est de la sémantique de la diplomatie. Et il a été proposé par Joseph Nieux, qui l'a défini comme an ability to attract and persuade, c'est-à-dire la capacité de séduire et de convaincre. Alors, littéralement, soft power veut dire pouvoir doux. C'est une forme de propagande qui vise à amener autrui à adopter une opinion donnée. Elle consiste à mobiliser des moyens psychologiques, intellectuels, culturels, non contraignants pour amener un tiers à adopter un comportement donné. La littérature comme un soft power, donc, sera la capacité de la littérature à influer sur les imaginaires des lecteurs de façon implicite, de sorte à les faire agir d'une certaine manière. C'est cela le soft power littéraire. Merci beaucoup. À présent, une question à plusieurs volets. Dans cette thèse, vous soutenez qu'on peut rendre barbare par la littérature. D'abord, qu'est-ce que cela signifie explicitement? Ensuite, comment est-il possible que la lecture rende barbare? N'y a-t-il pas là une contradiction? Que lire rende barbare au lieu de rendre civilisé? Tout à fait. C'est bien. Effectivement, la question peut être quelquefois contradictoire, paradoxale, quand on reste en superficie, mais en fait, non. Et là, vous me permettrez de définir le terme de barbare. Qu'est-ce qu'un barbare? Un barbare, c'est une personne qui, jugeant l'autre différent de soi, l'exclut de l'humanité et s'autorise à son endroit tout acte violent et inhumain. C'est la personne dont l'humanité a été laminée,
incapable de sollicitude, de compassion, d'humanité et de pitié. Alors, est-ce qu'il est contradictoire de dire que la littérature rend barbare? Non, car autant le texte littéraire peut civiliser, peut concourir à la civilisation d'un être, autant, à l'inverse, il peut concourir à déciviliser, à rendre barbare, donc, c'est-à-dire à faire de l'homme un loup pour l'homme. Et donc, c'est un peu cette posture-là que nous défendons dans cette thèse, dans ce travail de recherche. Et comment est-ce que cela opère? Comment est-ce que le texte littéraire procède-t-il pour rendre barbare? Alors, nous avons dégagé dans notre corpus 2 modus operandi par lesquels le texte procède. La première manière dont les textes usent pour rendre barbare potentiellement, c'est l'accoutumance à un certain état du monde, à un certain ethos, à une praxis du monde. La deuxième stratégie, c'est ce que j'ai appelé la politique du pathos. De quoi s'agit-il dans le premier cas de figure? Alors, en nous appuyant sur notre corpus, nous avons montré que les textes littéraires concourent à rendre acceptable un certain état du monde, notamment en habituant les lecteurs à des personnages qui eux-mêmes assument leur misanthropie, leur antipathie. Le roman habitue le lecteur à des scènes de sang, à la pédophilie, à des violences gratuites notamment. Et ceci concourt à ce que Norbert Elias a appelé die Barbarisierung, c'est-à-dire la barbarisation. Et Michel Gaucher a appelé ce processus-là la banalisation de certaines expériences et la brutalisation. Ce sont des processus qui implicitement mettent dans le quotidien du lecteur des expériences qui ont lieu d'être marginales, et donc qui, de ce fait, concourent à un durcissement moral du lecteur, si bien que celui-ci, progressivement, devient insensible à la sollicitude, incapable de compassion, de pitié. Donc, dans la première approximation, voilà comment la littérature habitue le lecteur à certaines expériences qui auraient intérêt d'être privées et non publiques. Deuxième expérience, deuxième manière, deuxième procédé, c'est la politique du pathos, comme je l'ai annoncé. Alors, le texte littéraire opère une certaine gestion des émotions, des angoisses, des sentiments, de la peur. Suscite donc tous ces sentiments-là chez le lecteur vis-à-vis des personnages et de certaines personnes. C'est-à-dire que quand tu lis les romans du corpus tels que celui de Pierre Miro, de Welbeck, de Nicolas John Gorlin, de Éric Penier-Bruckel, il présente la femme, l'étranger, le noir, le juif, tantôt comme un obstacle, les Sarrasins du XXIe siècle, ou alors comme des barbares qui envahissent, qui menacent la France. Il les présente tantôt encore comme des êtres de seconde zone. De ce point de vue-là, il va de soi que tous les actes inhumains à leur égard deviennent permis. En gros, les textes littéraires disposent les lecteurs ainsi que les concitoyens à vivre non pas côte à côte, mais face à face, et donc disposent à un ordre totalitaire. Donc voilà comment les textes du corpus procèdent pour préparer les esprits à accepter un ordre, un cadre sociopolitique asservisseur. Voilà en gros les 2 méthodes que nous avons dégagées et par lesquelles le pouvoir de la littérature passe pour influer sur les imaginaires des lecteurs. Merci beaucoup. La dernière question, quel serait l'intérêt, les intérêts associés à une telle thèse? D'abord d'un point de vue littéraire, ensuite universitaire, mais également social. Autrement dit, y a-t-il un projet associé à cette thèse? Et si oui, quel est ce projet? Merci, M. Georges. Effectivement, il y a un... Merci, M. Georges. Effectivement, il y a un projet et un intérêt à cette thèse. Alors, le premier intérêt, c'est de
de combler un vide dans les études littéraires déjà et universitaires parce que nous avons montré l'autre versant des pouvoirs de la littérature qui jusque-là demeure terrain incognita ou du moins inexploité. Ensuite, il y a un intérêt sociétal et qui est un impératif qui nous a été inspiré par Émile Zola. Émile Zola disait, nous devons chercher les mécanismes de certains phénomènes sociaux. Nous devons dégager les mécanismes de nuisibles et de l'utile afin de permettre à d'autres de les solutionner. Et donc, cette thèse-là voudrait s'inscrire dans cette dynamique-là. Dégager à partir des livres les mécanismes de certains phénomènes sociaux afin de les comprendre, les expliquer, les anticiper et au besoin permettre à d'autres de les solutionner. Et enfin, il faut dire que la thèse s'appuie de façon implicite sur un projet, celui d'explorer le vaste domaine du rapport littérature-psychologie. Car en fait, il est vrai que le sujet a pour base la fonction socio-politique de la littérature, mais avant tout, la fonction psychologique de la littérature, la fonction étant définie comme le rapport d'une cause à un effet. Donc voilà en gros l'intérêt que revêt cette thèse de notre point de vue. Merci infiniment, docteur, pour toutes ces réponses instructives. Une fabrique de barbares, la littérature comme un soft power et son usage totalitaire dans la France du XXIe siècle. Nous recevions le docteur Gloinson Rodrigue pour en parler. C'était le salon de la réflexion, le lieu par excellence où nous recevons et faisons la promotion des chercheurs qui trouvent. Merci et à bientôt.